Bonsoir tout le monde, bonsoir Esmeralda. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Alors je vois qu'il y a déjà du monde et il y a des assos un petit peu de toute la France et de tous les secteurs, ça c'est super, super cool. Trop bien, et bah allez, on va lancer, je vois déjà une question donc parfait, vous avez trouvé. Super, on va revenir sur tout ça. Je suis là que pour faire l'intro et animer un petit peu, mais vous l'avez sûrement compris, c'est pas moi qui vais être l'expert ce soir. Hein. Je me suis inclus dedans, mais c'est pas du tout moi. C'est Esmeralda qui est avec moi. Je me présente très rapidement quand même. Antoine, je me charge du contenu chez AssoConnect depuis quelques longues années maintenant. Donc contenu écrit sur notre blog, en vidéo sur la chaîne YouTube d'AssoConnect, que je vous invite vivement à aller consulter. Et avec des événements comme les webinaires, comme ce soir. Donc voilà, et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Esmeralda. Je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Donc Esmeralda Treyou, je suis donc chargée de développement à la Maïf. J'ai aussi de longues années Maïf derrière moi. Je suis à 27 ans de Maïf. Ah oui. Mais associations et collectivités entreprises, c'est un petit peu plus récent. Et effectivement, avec Antoine, donc, on a décidé de vous faire ce soir un webinaire sur l'assurance des associations en général. Mais avant, je laisse la parole à Antoine avant de commencer le vif du sujet. Ouais, du coup, j'en profite pour revenir rapidement sur le menu, le programme du soir. Donc, Esmeralda va nous présenter un petit peu les grandes bases des assurances pour les associations. Mais vous le savez comme nous, c'est un sujet hyper vaste. Donc en fait, on a essayé de faire quelque chose qui réponde à un maximum de personnes. Mais les cas les plus particuliers, on n'aura peut-être pas le temps d'aller dessus. On n'a que 45 minutes, 1 heure à peu près. Donc on va faire de notre mieux. Moi, pendant qu'Esmeralda parle, je serai dans le chat et dans les questions. J'essaierai de répondre à un maximum de personnes et de remonter vos questions pour les poser à Esmeralda. Mais voilà, soyez indulgents avec nous. On va faire de notre mieux pour répondre, pour répondre à un maximum de personnes. C'est ça. Alors, pourquoi je suis là en fait et pourquoi AssoConnect organise cet événement? AssoConnect, ça fait maintenant 10 ans qu'on existe. On se met au service des associations. On est une équipe d'une 70 personnes à peu près. Et on se retrouve autour de 3 valeurs fortes: simplicité, bienveillance, excellence. On est convaincu que les associations méritent le meilleur et c'est pas parce qu'elles sont composées en grande partie de bénévoles qu'elles ne doivent pas utiliser des outils professionnels. Et c'est ce qu'on essaye de faire. En gros, le but pour nous, c'est que vous voyez comment c'était avant AssoConnect, vous avez des outils dans tous les sens, ils ne communiquent pas entre eux, vous retapez plusieurs fois chaque information. Nous, on essaye de mettre de l'ordre dans tout ça pour que tout soit rassemblé et que vous gagniez un maximum de temps pour pouvoir le passer sur le cœur de votre mission. Ça, on le fait à travers une solution avec des outils différents qui sont inclus dans la plateforme. Ça va du paiement en ligne à la comptabilité, la communication à travers un site internet et l'envoi d'emails. Et la gestion des membres, en fait, vous avez aussi une base de données à l'intérieur, ce qui vous permet de créer des groupes et de retrouver facilement les personnes qui correspondent à tel ou tel critère. Donc vous, l'idée, c'est de vous faire gagner du temps, et on en a fait gagner pas mal à nos clients. En 2023, on a fait une étude et on a fait gagner 3 millions d'heures de gestion à nos clients. Donc on a 40 000 clients, je vous laisse faire le calcul, mais c'est assez significatif. On accompagne des assos vraiment dans tous les secteurs, de toute taille. Donc voilà, vous êtes toutes et tous les bienvenus. N'hésitez pas à aller faire un tour sur assoconnect.com et à regarder ce qu'on fait si ça vous intéresse. Je laisse Esmeralda maintenant vous présenter la Maïf, mais doit-on encore la présenter? Là, telle est la question. Donc effectivement, Maïf peut être plus connu pour l'assurance des particuliers, mais effectivement, alors 190 000 associations, ça fait un petit moment qu'on n'a pas revu ça, et c'est vrai que je te l'ai pas signalé, mais on est à 200 000 maintenant, mais c'est mieux, c'est plus. Donc voilà, donc on accompagne 200 000 associations. Pour protéger et accompagner, parce que en plus d'être un assureur, la Maïf est aussi un préventeur. Effectivement, quand moi j'ai l'occasion d'aller à la rencontre des associations, bien sûr on parle d'assurance parce que pourquoi être assuré, etc. Et ça on va y répondre aussi ce soir, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les risques, même si le risque zéro n'existe pas. Comment on peut faire pour le diminuer. Donc voilà un petit peu le rôle de la Maïf. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que la Maïf est le premier assureur du monde associatif et des associations. Voilà. Et on est à même un peu plus de 200 000 aujourd'hui. C'est déjà bien.
Bon, bah, faudra me redonner les chiffres, alors je remettrai Voilà, ça à faut jour. refaire. Ouais, c'est ça. En plus, c'est quand même un beau cap, ce serait dommage de pas le Oui, le oui, signaler. c'est vrai. Parfait. Et donc, AssoConnect et la Maïf, en fait, ont des liens plus forts que juste ce webinaire ce soir. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des gens qui avaient déjà assisté à d'autres webinaires où Esmeralda était intervenue avec moi. Mais en fait, on s'est associés pour créer Mon Asso Facile. Mon Asso Facile, pour la faire très simple, c'est AssoConnect, c'est la même solution derrière, mais dédiée aux sociétaires de la Maïf parce qu'en fait, ils ont droit à une réduction sur l'abonnement de 20%. Donc voilà. Si ça vous intéresse et que vous êtes sociétaire Maïf, n'hésitez pas à aller voir sur Mon Asso Facile. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, je signale juste, posez bien vos questions dans questions parce que sinon ça va défiler trop vite et je vais les louper. Je te laisse rentrer dans le vif du sujet maintenant. C'est ça. Donc, on y va. Donc là, le titre, quelles assurances obligatoires pour une asso? Évidemment, la création d'une association, il faut penser à plein de choses, mais également à l'assurance, qui est un sujet très vaste. Alors, pourquoi d'abord doit-on assurer son association? Parce que, en fait, comme une personne physique, finalement, une association qui est une personne morale est exposée à divers risques et peut voir sa responsabilité engagée. Donc, les membres, par exemple, peuvent causer un dommage tout simplement à un tiers ou à des biens. Hein, c'est un petit peu comme un particulier finalement. Mais aussi, il faut se protéger quand on est propriétaire pour des biens qu'on nous prête ou qu'on loue. Voilà, donc l'assurance d'une association, elle est obligatoire sur 3 pans. Ça veut dire que pour le reste, elle n'est pas obligatoire, mais fortement conseillée, vous vous en doutez. Les 3 risques obligatoires, c'est les risques locatifs, évidemment. Quand on est locataire, de toute façon, on va vous demander une attestation d'assurance, donc vous serez obligé de faire une déclaration à votre assureur. L'utilisation des véhicules, évidemment, mais ça, c'est comme en personne physique. Les véhicules doivent obligatoirement être assurés pour circuler, même si je sais bien qu'aujourd'hui, il y en a qui oublient d'assurer les véhicules, volontairement ou involontairement, c'est un autre débat, mais bon. On a aussi en assurance obligatoire la dommage ouvrage quand on entreprend des travaux. Hein. Et puis, il y a 3 autres activités où il faut des assurances spécifiques obligatoires. C'est le sport, avec la responsabilité civile, mais aussi en tant que club sportif, vous avez l'obligation d'informer vos membres et vos adhérents à la possibilité de souscrire un contrat individuel accident. Ça, c'est une obligation. Après, ils le font ou ils le font pas, mais en tout cas, vous êtes obligé d'en parler. Si c'est pas fait, ça pourrait se retourner contre vous en cas d'accident. Donc ça, c'est vraiment obligatoire d'en parler. Souvent, on le met dans le règlement intérieur ou quand on fait remplir le formulaire pour adhérer. Quand on est accueil collectif de mineurs, là aussi, il y a des obligations nécessaires pour une association, mais aussi quand on organise des voyages et des séjours, c'est tout ce qui porte autour de la responsabilité civile, mais là, on ne peut pas déroger à ces assurances. Ça veut dire qu'après, tout le reste n'est pas obligatoire, comme je vous le disais tout à l'heure, mais fortement recommandé quand même, hein, parce que le risque zéro n'existe pas. Donc, moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire pour vendre le contrat Maïf, si j'ose dire, mais je suis plutôt là pour que, à la fin de ce webinaire, vous vous disiez, bon, là, on a parlé de ce sujet. Est-ce que moi, mon contrat d'assurance, j'ai les bonnes couvertures pour ça? C'est vraiment pour que vous posiez toutes les questions. Donc là, on était sur les assurances obligatoires pour une association. Vos besoins en tant qu'association, ils vont s'articuler autour de 3 axes majeurs. Donc bien sûr, il y a la responsabilité civile de l'association. Il y a l'indemnisation des dommages corporels qui est évidemment très important pour une association. Voilà. On a la dommage aux biens, donc ça c'est tout ce que tous les dégâts qui pourraient être occasionnés sur vos biens.
Alors, ça peut être un dégât des eaux, ça peut être un incendie, ça peut être un acte de maladresse. Je ne sais pas si vous êtes une association artistique, par exemple, et que vous manipulez régulièrement du matériel tel que des spots, des enceintes, des choses qui coûtent quand même relativement cher. Faites attention que dans votre contrat, vous soyez bien couvert en cas de casse, par exemple, pour vos biens personnels, mais n'oubliez pas non plus les biens qu'on pourrait vous confier ou vous louer. Et ça, c'est quelque chose que parfois on oublie parce qu'on se dit, bah oui, mais bon, celui qui me le prête, il est assuré. Ou pas. Donc ça, il faut que ce soit bien précisé. Et souvent, ce que font les associations, c'est qu'elles font une convention de mise à disposition. Et donc, dans cette convention, il est bien de noter qui est responsable en cas de casse. Alors, soit la personne qui vous le prête ou vous le loue vous dit « Non, non, mais moi, j'assume complètement. » Et là, vous êtes tranquille. Mais il faut quand même que ce soit écrit parce que c'est pareil, l'oral, attention. Et si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de convention, n'hésitez pas à appeler votre assureur pour dire, ben voilà, le week-end prochain, j'organise tel événement, on va me prêter tel bien. Est-ce que c'est pas mieux que je l'assure? Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Ce que je voulais vous dire en introduction aussi, c'est que un contrat d'assurance, en fait, c'est vivant, c'est évolutif. Et surtout, votre assureur, il est à votre disposition pour répondre à vos questions. Ne restez jamais sans des questions sans réponse. Il n'y a pas de questions bêtes, ça n'existe absolument pas. L'assurance, on n'est pas tous tombés dans la marmite, donc c'est des choses qui sont très pointues, très précises. Donc vraiment, faites évoluer votre contrat à la baisse ou à la hausse, parce que parfois, on peut aussi avoir un peu moins d'activités ou des nouvelles activités. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans votre projet associatif tout au long d'une année ou de plusieurs années. Et ne passez pas à côté de questionner votre assureur, parce que malheureusement, c'est quand il y a un incident que on se dit « Ah ben mince, en fait, je suis pas couvert ou pas bien couvert ». Et c'est dommage parce que bon, c'est des frictions avec l'assureur, mais aussi vous, finalement, après, vous vous retrouvez un petit peu dans la panade. Donc voilà. Donc dommage aux biens, c'est tous vos biens perso, mais aussi ceux qu'on peut vous prêter ou vous confier. Ça, c'est très important. L'assistance, évidemment, parce que si vous avez des personnes dans vos équipes qui se déplacent en France ou à l'étranger, il faut l'assistance dans votre contrat, parce que imaginez que vous avez 2 salariés ou 2 bénévoles d'ailleurs qui partent à l'étranger pour X raisons, dans le cadre du projet associatif, et puis qui se cassent la jambe. Je vous donne n'importe quel exemple, mais ça peut être ça, se casse la jambe. En France, on connaît on connaît très bien les prises en charge en cas d'accident. Quand on est à l'étranger, selon les pays, ça peut être un peu craignos. Donc, dans ces cas-là, on ferait marcher l'assistance pour que les personnes puissent être rapatriées. Donc, ça aussi, l'assistance, c'est quelque chose de très important. Donc, bien vérifier si vous avez ça dans votre contrat. Et là, je vous parle de l'étranger, mais l'assistance fonctionne aussi en France, parce que ça peut arriver qu'on fasse un séjour même à quelques kilomètres, et qu'on ait un souci et qu'on ait besoin de faire marcher cette assistance. L'individuel accident, donc là également très important pour couvrir toutes les personnes qui gravitent autour de l'association. Donc ça va être à la fois les salariés, les bénévoles, mais aussi des adhérents, ou encore, je sais pas moi, si vous faites un accueil de mineurs, ça va être vos mineurs. Si vous vous occupez de majeurs, ça peut être... Voilà, l'individuel accident doit couvrir toutes les personnes qui gravitent autour de l'association. Alors ça aussi, autant vous dire, quand on entend individuel accident, on entend corporel. Donc autant le matériel, oui, il faut qu'il soit assuré, mais franchement, s'il y avait un choix à faire, même si on ne doit pas le faire, mais s'il y en avait un à faire, évidemment, c'est focus quand même sur l'individuel accident et le corporel, parce que autant un spot, on le remplace, un spot qui tombe sur une personne et qui le blesse gravement, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, ça, il faut vraiment penser à bien regarder dans vos contrats. Alors, tout ce qui est recours, protection juridique, oui, ça peut servir aussi, surtout de nos jours. Les gens sont de plus en plus procéduriers, vous le savez. Donc, bien faire attention que vous avez cette rubrique.
Alors, il y a parfois dans les contrats, il y a la protection juridique, c'est-à-dire que là, l'assurance va venir vous défendre dans un litige qui est déjà existant. Et aussi, alors je parle de la Maïf pour le coup parce que je ne connais pas forcément tous les contrats des concurrents, mais vous avez aussi le conseil juridique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez qu'il y a peut-être un litige qui est latent, il n'est pas encore déclaré, mais avant qu'il se déclare, peut-être qu'il ne se déclarera jamais. Mais vous vous dites, ben oui, mais peut-être que moi j'ai quelque chose à faire avant qu'il se déclare. Et là, on est dans le conseil juridique. Donc pour la Maïf, c'est des conseils qui se font par téléphone. Mais c'est pas mal aussi d'avoir cette rubrique voilà, pour avoir des réponses à des questions. Bon, le recours, ben c'est ça aussi, hein, si on en a besoin. Mais en principe, tous les contrats d'assurance ont cette rubrique. La défense, c'est une question, Esmeralda, excusez-moi. Oui, Antoine, il y avait une question là-dessus, du coup, j'en profite comme ça, on la boucle tout de suite. On me demandait s'il y avait un module de protection, assistance juridique inclus dans les assurances de base, ou si c'était en option. En principe, ça y est. L'assistance, attention quand même sur vos contrats d'assurance véhicule, parce que ça, parfois, c'est une option dans les assurances véhicules. Ça peut être une option aussi dans la multirisque. Donc, l'assistance, non, regardez bien quand même si vous avez la rubrique. Recours protection juridique, je vous dirais qu'à 80%, c'est intégré. Mais là encore, lisez. Alors, je sais que les contrats d'assurance, c'est beaucoup de petites lignes. Eh ben, si vous savez pas et si vous le trouvez pas, vous décrochez le téléphone, vous appelez votre assureur et vous leur posez la question clairement. Est-ce que oui ou non j'ai le recours protection juridique dans mon contrat? Voilà. Et comme ça, vous avez la réponse parce que lire un contrat d'assurance, bon, si vous voulez, hein, mais bon courage. En fait, bon courage. Et puis après, la grosse partie qui est à la fin ici, mais en fait qui devrait qui est le leitmotiv d'un contrat d'assurance association, c'est la responsabilité civile. Donc ça, on ne peut pas y déroger. Ça, normalement, c'est partie intégrante du contrat ou alors ça m'inquiéterait quand même très fortement. Donc voilà, c'est tellement important qu'effectivement, avec Antoine, on a dit qu'on allait faire un petit zoom là-dessus. Alors, la responsabilité civile, pour faire simple, alors évidemment, je pourrais vous lire la définition qui est là, mais je vais vous parler avec mes mots et peut-être un petit peu plus simple. Voilà. Donc la responsabilité civile, je vous donne un exemple. Vous organisez un événement, d'accord? Je sais pas, moi, j'en sais rien. Je vous dis n'importe quoi. Allez, un loto. Vous organisez un loto. Dehors parce qu'il fait super beau, c'est l'été, donc vous installez quand même des barnums pour que ça fasse plus sympa, etc. Et puis, malheureusement, un des barnums, à un moment donné, il y a un coup de vent qui n'était pas forcément prévisible. Un des barnums était pas forcément très bien attaché, ça peut arriver. Il s'envole et il va tomber. Alors, je vais pas faire la dramaturge. Il va aller, je sais pas moi, tomber sur du matériel qui était là, mais qui ne vous appartenait pas. Donc là, on parle de la responsabilité civile de l'association. Ça veut dire que on a, tu peux passer sur le slide suivant, Antoine. Voilà, super. On a une faute de l'association puisque le barnum, il avait été mal attaché, d'accord. On a un préjudice, c'est-à-dire que on a l'enceinte sur laquelle le barnum est tombé qui est endommagée. Et il y a vraiment bien un lien de causalité entre les deux. C'est-à-dire que si le barnum avait été bien attaché, il ne se serait pas envolé, il ne serait pas tombé sur l'enceinte, il ne l'aurait pas endommagé, et du coup, on n'aurait pas eu de préjudice. Voilà. Donc, en fait, la responsabilité civile, c'est tout ça. Ça peut être... qu'est-ce que je peux vous dire à titre perso? Moi, j'en sais rien. Une copine me prête son appareil photo pour que je fasse un reportage photo. Malheureusement, pendant mon reportage, je le fais tomber. Là, je vais faire marcher ce qu'on appelle ma responsabilité civile. C'est de ma faute s'il est tombé, j'ai pas fait attention. Il y a un préjudice, c'est l'appareil photo qui est cassé et il y a vraiment un lien de causalité entre les deux. Voilà. Donc, cette responsabilité civile, évidemment, elle est primordiale pour votre association. Alors, en tant que mandataires sociaux, mais pas que, imaginez que vous recevez des mineurs, vous faites une activité, d'accord,
un des animateurs qui s'occupe de l'activité, sans faire exprès, donne un coup de coude à un des mineurs, là encore, ça va être la responsabilité civile de l'association. Ça va pas être cette responsabilité civile personnelle parce que là, il est dans le cadre de son travail. Il a une mission qui lui est donnée par l'association. Donc, ce sera la responsabilité civile de l'association qui va fonctionner. Voilà, la responsabilité civile, c'est vraiment ce qui va chapeauter vraiment le contrat d'assurance d'une association. Le slide suivant, est-ce que ça a toujours rapport? J'en profite parce qu'il y a des gens qui posaient la question. Il y aura, il y aura un replay pour les gens qui veulent revoir tranquillement certains passages. Juste après l'événement, vous allez recevoir un email qui contiendra une page. Et sur la page, en fait, vous aurez le récap, vous aurez le support de présentation et vous aurez aussi le lien du replay. On va vous mettre aussi des ressources supplémentaires. Et si on n'arrive pas à répondre à certaines questions ou quoi, on les remettra dans le document. Ça prendra peut-être quelques jours, mais vous aurez tout centralisé là-dessus. Oui. Alors, la notion d'obligation de moyens. Là encore, je vais plus vous l'exprimer avec mes mots qu'avec une définition. Une association, elle a une obligation de moyens. Qu'est-ce que ça veut dire, une obligation de moyens? Ça veut dire que quand elle organise un événement, alors je vais vous donner un exemple, parce que j'aime bien les exemples, parce que je trouve que ça parle plus qu'un texte tout court. Donc, je suis une association de randonnée, d'accord? J'organise tous les dimanches, j'organise des randonnées avec des adhérents, d'accord, qui viennent à cette randonnée. Donc, quand j'organise la randonnée, en fait, il faut que je fasse ça. Alors, on n'utilise plus cette expression, mais moi, je trouve qu'elle parle bien en bon père de famille. C'est-à-dire que je vais d'abord regarder la météo. Je vais peut-être pas emmener un groupe de 20 personnes s'il y a un gros orage qui est annoncé. Enfin, c'est mieux, d'accord ? Je vais d'abord aller visualiser la randonnée. C'est-à-dire que je vais faire le trajet, moi, en tant qu'organisateur, avant d'y aller, pour voir si on peut passer partout, s'il n'y a pas des zones dangereuses, auquel cas on va pas prendre de risques et y emmener un groupe. Donc ça, il faut que j'y fasse attention. Parce que si tout ça n'est pas respecté et qu'il se passait un accident, c'est là où on viendrait mettre sur le tapis l'obligation de moyens qui n'aura pas été respectée. En fait, le but, vous, en tant qu'association, quand vous organisez des événements ou des sorties, vous appelez ça comme ça, mais en fait, tout au long de vos missions d'association, c'est de vérifier que tout est contrôlé. Alors, dans la mesure du possible, hein, vous allez me dire, parce qu'effectivement, il y a des choses peut-être que on pouvait pas prévoir. Mais en tout cas, en prévoir le plus possible, pour que déjà il arrive rien, et puis surtout pour pas entre guillemets mettre en péril l'association. Donc voilà, donc c'est pour le randonneur, c'est la météo, c'est le parcours qui doit être bien, et ça j'insiste, si vous avez un adhérent qui arrive pour faire la rando et qu'il est en tongs et que vous avez prévu d'aller dans la, enfin même d'ailleurs en tongs tout court, c'est non. Et c'est à vous de dire non. Parce que si vous ne dites pas non et que vous l'acceptez, ça veut dire que vous prenez le risque qui se tord de la cheville ou qui tombe, etc. Et là, dans tous les cas, ça vous retombera dessus. Parce qu'en fait, quand il y a un accident, il faut quand même toujours prouver la faute de. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, vous allez me dire, bah oui, mais enfin, il est en tongs, il est adulte, il assume. Ben non, en fait, parce que c'est vous l'organisateur de la randonnée. Donc c'est à vous de faire attention que, par exemple, ils aient de l'eau si vous partez sur une rando de 25 km. Enfin voilà, donc ça c'est à vous de le contrôler. Les chaussures, donc en tongs, on dit non. Et vraiment, alors je sais ce que je vous dis, je le comprends complètement. Parfois, quand on organise des événements, on est content d'avoir du monde et de dire non, ça fait mal parce qu'on se dit bah ouais, mais c'est pas sympa. Mais oui, mais en fait,
on n'est pas là, enfin, c'est pas qu'on n'est pas là pour être sympa, si on est là pour être sympa, mais on n'est pas là pour prendre des risques pour les autres. Et comme vous seriez organisateur de la randonnée, obligatoirement, ça vous retomberait dessus si après, parce que bon, un assureur, il va rechercher la faute. On peut pas vous incomber d'une faute si vous n'en êtes pas responsable. Donc nous, on va aller rechercher ça. Et s'il s'avère que on voit qu'il y a eu un défaut de votre part, en fait, un défaut de vigilance, on va dire, ça marche pas. Ça marche pas puisque là, toutes les obligations de moyens n'ont pas été respectées. Donc franchement, soyez super vigilants. Je vous donne un autre petit exemple parce que je l'aime bien aussi et on n'y pense pas forcément. Vous faites appel à un cariste pour partir en voyage. N'importe, hein, mais même s'il n'y a pas beaucoup de kilomètres à faire, mais en tout cas, voilà. Le car arrive et là, vous vous apercevez que, je sais pas moi, mais les pneus, ils sont lisses. Les pneus du car. Même si vous faites appel à un cariste qui est un professionnel et qui est en fait finalement votre prestataire, vous devez refuser le car. C'est de votre responsabilité en fait de faire ça, de le refuser. Parce que dans le car, c'est quand même vos adhérents ou en tout cas le groupe que vous allez entourer qui va monter. Et s'il y a un accident demain, oui, la responsabilité du cariste sera engagée, mais la vôtre aussi, parce que ce défaut-là, il pouvait être vu. Donc faites vraiment attention là-dessus, c'est-à-dire que il faut vraiment tout border un maximum quand vous organisez des événements. Le risque zéro n'existe pas, hein, je vous le rappelle, mais n'hésitez pas surtout à dire non. Et je sais bien, hein, c'est sûr que si vous avez des enfants qui sont excités depuis 6 mois parce que vous les emmenez à Disneyland Paris et que le bus, il a les pneus lisses et que vous allez faire des frustrés, eh ben oui, mais est-ce qu'il vaut mieux pas 40 petits frustrés qui auront l'occasion d'y retourner plutôt qu'un accident de bus parce qu'il y avait des pneus lisses? Voilà, je vous laisse sur cette question. Mais bon, comme je disais, voilà, ils sentent le vécu, tes exemples, hein, quand même. Ouais. Ben oui, oui, c'est ça. Et donc, du coup, j'avais une question là-dessus. Oui. En fait, donc je comprends bien qu'il y a un devoir de vigilance, etc. Dans le cas où tu as bien demandé aux gens de venir avec des baskets, de prendre de l'eau, etc. Et le jour J, ils arrivent et en fait, ils sont pas équipés, etc. Que tu leur dis, je suis désolé, mais moi, je peux pas prendre la responsabilité de vous emmener, que les gens insistent, etc. Dans ce genre de cas, comment ça se passe avec l'assurance au final, comment on délibère un petit peu de la responsabilité? Comment ce serait délibéré? Alors, déjà, il faut se border avec un règlement intérieur au départ où ce soit bien noté. En fait, en gros, là, l'association, elle pourrait être déchargée de toute responsabilité et la personne, elle fera marcher son assurance personnelle et si elle en a pas, elle se débrouille. Okay. C'est un peu dur, mais ça va être comme ça. À un moment donné, l'association ne peut pas non plus assumer quelque part la bêtise de chacun. Mais par contre, il faudra qu'elle prouve que, c'est bien noté quelque part qu'on ne fait pas une rando en tongs, et aussi quelque part qu'elle a prévenu la personne quand elle est arrivée en lui disant non, tu ne peux pas venir avec nous habillée comme ça ou avec ces chaussures-là. Hein? Donc voilà, après il faut être. Alors je sais que c'est un petit peu pénible de dire non, etc. Mais c'est pour le bien de la personne aussi quelque part, parce qu'en tongs, on sait très bien que. Alors déjà, elle va retarder le groupe, faut être clair, parce qu'en tongs, on marche pas comme en basket. Et puis 2, il y a des risques pour elle. En fait, c'est pour elle qu'on fait ça aussi quelque part. Ouais. Voilà. Il y avait beaucoup de questions là-dessus, je pense qu'il y a une bonne partie des réponses là-dessus, mais ouais, je pense que les gens comprennent que c'est pas noir ou blanc, c'est un petit peu une zone grise et à vous de mettre toutes les chances de votre côté pour que ça se passe bien et que vous puissiez pas être tenu responsable, quoi. C'est exactement ça. Il faut vraiment avoir des documents qui vous bordent. Alors surtout quand on fait du sport plutôt, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, le club de bridge qui organise occasionnellement une randonnée. C'est-à-dire que c'est pas l'activité principale, mais alors là il y a 2 choses à faire. Il y a appeler son assureur parce que justement ce n'est pas l'activité principale, donc il faut préciser ça à l'assureur. C'est super important. Et finalement, il faut avoir les mêmes exigences que le club de rando qui fait des randos tous les dimanches. En bon père de famille, on ne fait pas une rando de 10-15 km ou même un peu moins en tongs. Voilà.
Mais c'est normal que ça questionne et je suis contente que ça questionne parce que c'était le but. C'est bien. Parfait. J'avance sur les autres responsabilités. Oui, bien sûr. Alors, on est toujours dans la responsabilité civile parce que, en fait, la responsabilité civile, c'est je vous le disais tout à l'heure, hein, le rond, il pourrait prendre toute la page parce que là-dedans, on y met la responsabilité civile d'organisateur. Donc ça, je reviens pas dessus, j'en ai parlé pas mal. On y met l'intoxication alimentaire. Alors, ça peut faire rire, mais quand on est une petite asso et que, je sais pas moi, le samedi, on se réunit et puis on se dit, bon allez, samedi, on mange tous ensemble après, chacun emmène à manger. On fait une auberge espagnole, c'est super sympa. Et puis, après cette auberge espagnole, tout le monde est malade parce que il y a une des personnes peut-être qui a utilisé un aliment qui n'était pas frais, un œuf ou autre. Ça fait partie de la responsabilité civile de l'association. Ça voudrait dire que, alors, pour la Maïf, parce que ça c'est pareil, je pense que ça fait pas partie de tous les contrats, posez bien la question, mais nous, on a mis ça dans notre contrat. Pourquoi? Parce que pour nous, une association, c'est aussi des moments festifs. Et on se dit, il faut couvrir ce genre de problème. Voilà. Et comme un gâteau fait maison, c'est beaucoup mieux et bien meilleur qu'un gâteau Indus, voilà, on a dit, on laisse les gens faire leur gâteau, mais par contre, on met quand même ce risque dans notre contrat parce que malheureusement, ça peut arriver. Le petit rond de droite, j'y viendrai après. On a la responsabilité civile locative. Alors ça aussi, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand on loue un local, un bâtiment, tout ce que vous voulez, de toute façon, on a l'obligation de l'assurer. Donc ça s'appelle la responsabilité civile locative, qui assurerait dégâts des eaux, incendie, bris de glace, cambriolage, etc. On a la responsabilité du fait des biens et des animaux. Il n'est pas noté celui-là, mais nous à la Maïf, je rencontre souvent des associations qui font par exemple de l'équithérapie ou qui accueillent des personnes âgées et qui du coup ont des animaux parce que ça fait du bien au moral, etc. Donc on ne couvre pas les animaux en tant que tels, c'est-à-dire que si l'animal, je sais pas moi, il se casse la patte, je ne fais pas l'assurance, la complémentaire santé des animaux. Ça, c'est pas dans mon contrat. Par contre, si l'animal, à un moment donné, je sais pas moi, je sais pas ce qui lui prend, mais en tout cas, il va mordre le facteur ou un résident, là, je vais intervenir en responsabilité civile pour la morsure du facteur ou du résident. D'accord ? Alors, les dirigeants et les mandataires sociaux. Ça, je sais aussi que vous avez eu des questions parce qu'on en a eu en amont avec Antoine là-dessus. Alors, nous, on appelle ça la RCMS. Vous en avez certainement entendu parler. Là aussi, c'est une garantie qui peut être inclue comme à la Maïf ou en option. Donc, posez bien la question. Alors, cette garantie, évidemment, elle est essentielle. Elle est essentielle. Qu'est-ce qu'un mandataire social? Pour une association, c'est président, vice-président, trésorier, vice-trésorier, secrétaire, vice-secrétaire. Donc, c'est en gros le bureau, mais aussi de fait le directeur ou la directrice quand ils ont des délégations de pouvoir. D'accord? On sait très bien que si demain il y a un incident, l'association, c'est une personne morale. Donc, on va pas… Alors, je vais fort, mais on va pas mettre en prison une personne morale. C'est pas possible. Voilà. Donc, en gros, la responsabilité, à un moment donné, elle va obligatoirement retomber sur les mandataires sociaux. C'est pour ça que nous, on l'a intégré, évidemment. Et ça, c'est quelque chose, il faut absolument que vous ayez cette garantie. Et attention, encore une fois, là, quand je vous parle de toutes ces garanties-là dans un contrat d'assurance, c'est en cas d'événement accidentel. Et ça, c'est hyper important. Un contrat d'assurance couvre un événement accidentel. Les événements non accidentels, c'est souvent des options. Alors, pour les mandataires sociaux, par exemple, je peux vous donner un exemple qui ne serait pas un accident, mais pour lequel l'association pourrait être quand même chahutée. Vous recrutez, vous êtes une association employeuse, vous recrutez, d'accord, vous recevez des candidats. 3 candidats, vous n'en retenez qu'un parce que vous n'avez qu'une place et que les autres ne conviennent pas forcément. Et sur les 2 qui n'ont pas été retenus, il y en a un qui vous dit moi je vais pas en rester là parce que si vous ne m'avez pas retenu, c'est parce que je suis trop grand, trop petit, trop maigre, enfin bref.
Donc là, je n'ai pas d'accident, c'est-à-dire que la personne, elle n'est pas blessée, j'ai pas de matériel de cassé. Pour autant, l'association va être chahutée. Et là, c'est ce qu'on appelle de la discrimination. Et là, ce n'est pas un accident, donc ça va être un contrat en option qui s'appelle chez nous la protection renforcée des dirigeants. C'est le nom Maïf, ça peut porter un autre nom dans d'autres assureurs. Aujourd'hui, ce contrat-là, pour moi, vu comment les gens deviennent procéduriers, il est important. Il est important. En général, il n'est pas hyper cher. Chez nous, il est nominatif parce qu'évidemment, on ne va pas couvrir tous les salariés de l'association avec cette garantie-là. On va se focus sur président, trésorier et directeur éventuellement. Mais voilà. Il va couvrir aussi la faute de gestion, par exemple. La faute de gestion, on n'a pas d'accident, pour autant, ça peut quand même perturber l'association. Donc voilà, donc là, on sera dans une option protection renforcée des dirigeants. Tout ce qui est responsabilité civile des mandataires sociaux, c'est intégré au contrat. Ou en tout cas, ça doit l'être. Ça doit l'être. Et puis après, évidemment, la faute inexcusable de l'employeur. Alors ça, c'est un mot qui peut faire peur. Mais il faut qu'il soit partie intégrante de vos contrats. Alors là encore, c'est si l'employeur ne réunit pas toutes les conditions, toutes les qualités pour ses salariés et qu'il peut être mis en cause. Mais là encore, s'il y avait un accident, hein, on est d'accord. Tout ce qui est prud'homme, etc. Ça c'est encore autre chose. Là, on touche au contrat de travail. Là, c'est plutôt, je sais pas moi, si vous faites faire des travaux un petit peu dangereux à vos salariés, il faut que vous ayez pris toutes les mesures pour qu'il n'ait pas d'accident. Donc, je pense par exemple au débroussaillage. J'ai énormément d'associations qui font du débroussaillage. Il faut qu'ils aient tout l'équipement, la tenue. Là aussi, on va pas les envoyer en tongs. J'y tiens, mes tongs, mais on va pas les envoyer en tongs pour faire du débroussaillage. Et c'est vous, en tant qu'employeur, qui devez absolument vous assurer qu'ils travaillent dans des bonnes conditions. Voilà. Donc, et tout ça, c'est dans la responsabilité civile, effectivement. Très bien. Oui, on s'était dit qu'on allait parler aussi des catastrophes naturelles. C'est un petit peu d'actualité. Hein. Alors, les catastrophes naturelles, ça fait beaucoup parler en ce moment. Alors, avant aussi, mais je crois qu'en ce moment, on est vraiment là-dessus parce que quand il y a un événement qui se finit dans le nord, ça reprend dans le sud et vice-versa. Donc, catastrophe naturelle, c'est pareil. Il faut absolument que vous ayez ça dans votre contrat. En général, ça y est. Alors, les catastrophes naturelles, ça englobe en fait tous les risques naturels. Donc, on a les inondations, on a la sécheresse, on a les avalanches pour ceux qui sont à la montagne, on a les séismes. Alors, j'allais dire pour ceux qui, mais en fait, aujourd'hui, les séismes, il peut y en avoir aussi en France. Hein. Il y en a eu un en Charente-Maritime. Je sais pas, il y a 1 an ou 1 an et demi, je sais plus trop, mais en tout cas, voilà. Raz-de-marée, ça peut arriver aussi sur nos côtes. Bon, les cyclones, c'est peut-être un peu plus dans les dom-toms, mais quoique demain, on n'est peut-être pas à l'abri de ça. Alors, il faut savoir que pour les catastrophes naturelles, alors, attendez, je suis en train juste de reprendre mon truc là, pour pas vous dire de bêtises. Les catastrophes naturelles, pour les inondations par exemple, on a une franchise contractuelle qui est de 380 €. C'est contractuel et surtout réglementaire, c'est-à-dire que tous les assureurs ont cette même franchise sur les inondations, parce que oui, là aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais faites attention aussi dans vos contrats d'assurance aux franchises. Ça, c'est très important quand même d'y regarder avant, parce que c'est vrai que, je sais pas moi, mais l'appareil photo dont je vous parle tout à l'heure, on a cassé dans le cadre d'un projet associatif, si on s'aperçoit qu'on a 5 000 € de franchise, on va se dire le contrat d'assurance il va pas couvrir grand chose avec 5 000 € de franchise. La franchise, on est d'accord, c'est ce qui reste à votre charge quand on a un incident. Donc faites bien attention à vos franchises, faites aussi attention à vos plafonds d'indemnisation, puisque les garanties peuvent être plafonnées. Donc, faites-y bien attention, notamment pour les dommages corporels. Pour info, la Maïf dommages corporels, on est à 3 millions, mais vous allez me dire, mais 3 millions, c'est énorme.
Sauf que si dans un accident, il y a 2 personnes jeunes qui finissent tétraplégiques, 3 millions, on a à peine assez. Donc, bon, je sais bien que c'est un peu dramaturge l'histoire, mais ça peut arriver. Donc, faites bien attention à tous ces plafonds-là. Pour les catastrophes naturelles, je vous parle d'une plateforme, alors qui est Maïf, mais pas que Maïf, qui s'appelle Aux Alentours, mais je pense que Antoine mettra le lien dans l'envoi. Ouais. Franchement, alors c'est pas parce que c'est la Maïf, mais c'est super bien fait. Vous tapez simplement votre adresse perso ou celle de l'association et vous avez un diagnostic des aléas climatiques qui sur votre commune. Enfin, moi, je l'ai fait avec mon adresse à titre perso et je me suis dit ah ouais, waouh, c'est très précis. Ça s'appelle Aux Alentours, donc n'hésitez pas à aller voir. Moi, je viens de l'envoyer dans le chat hein, si ça vous intéresse. Ah ben super, merci Antoine. Sachez aussi et faites attention que certains assureurs excluent des risques climatiques. Ils font des études parfois et ils peuvent exclure des risques. Donc, c'est pas très marrant. Et malheureusement, ça n'ira pas en s'arrangeant parce qu'on a de plus en plus de catastrophes naturelles et c'est des risques qui coûtent de plus en plus cher. Alors, aux assurances, mais pas que, hein, parce que, bon, aux communes aussi, etc. Donc, ça, soyez vigilants là-dessus et n'hésitez pas à aller voir un petit peu comment vous êtes situé. Et puis, on va pouvoir... Ah ben très bien. Le timing 18h40. Excellent, parce que pour les personnes que ça intéresse, on va prendre un petit peu de temps pour répondre aux questions. J'en ai mis pas mal de côté. Si ça te va, Esmeralda, je peux commencer par celle que j'ai vu un petit peu le plus revenir. Oui, bien sûr. Souvent, les questions, c'est l'assurance de quelle personne est concernée dans les situations un peu floues. Je prends un exemple. On nous demande quelle assurance quand on nous prête des locaux. Quand on vous prête des locaux, c'est comme quand on vous les loue. C'est une responsabilité civile locative. Même si vous ne payez pas de loyer, ça s'appelle la responsabilité civile locative. C'est la même. Donc à partir Sauf si vraiment l'organisme qui vous prête vous dit, mais à l'écrit toujours pareil, qu'il assumerait les dégâts si c'est l'association qui cause des dégâts. Mais bon, ne prenez pas de risque à mon avis. Il vaut mieux faire un petit contrat responsabilité civile locative, même quand on vous prête. Okay. Ou met à disposition, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Ouais, bah là, ouais, j'avais la même question là, sur ça. C'est le même ouais, c'est la même. Ouais. Et du coup, dans le même registre un peu, un bénévole conduisant un véhicule loué par son association à un accident. Quelles assurances sont mobilisées là? Alors, les véhicules, c'est vrai que j'ai pas fait trop focus parce que là, je pense que ça pourrait être un webinaire entier sur les véhicules, clairement. Il y a beaucoup de questions sur les véhicules et c'est légitime. Donc là, tu me dis un véhicule qui est loué? Ouais, un véhicule qui est loué par l'association, conduit par un bénévole. Alors, s'il est loué, alors ça dépend à qui vous le louez. S'il est loué à un professionnel, normalement, le professionnel, dans sa location, dans le contrat, vous avez une assurance. Mais les loueurs ont souvent des franchises énormissimes, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à 5 000 € de franchise en cas de dégâts. Donc, pour pallier à ça, sachez que vous pouvez demander à votre assureur qui vous assure temporairement un véhicule le temps de la location, pardon, pour réduire justement cette franchise-là. Donc là encore, on n'hésite pas, on appelle l'assureur pour savoir si le loueur a une assurance parfaite, c'est l'assurance du loueur qui prendra en charge. Ok. Alors, ouais, un autre truc. Ah, j'avais un autre exemple qui ressemblait à ça. Faut que je le retrouve. Oui. Oui. Alors, t'es prête? Oui. Là, il faut s'accrocher. C'est une très bonne question d'Anne-Marie parce que je pense que c'est une situation qui se présente assez souvent quand des parents accompagnent des enfants à des matchs. Oui. Leurs enfants et d'autres enfants de la même équipe. Oui. Oui. Est-ce que le parent chauffeur du véhicule doit avoir une assurance spécifique ou est-ce que l'asso est responsable? Alors, je te confirme, la question est excellente et mérite réponse parce que c'est quand même beaucoup d'associations qui font ça. D'ailleurs, qu'elles soient sportives ou pas, hein. C'est pas rare pour justement covoiturage. C'est beaucoup mieux d'emmener. Oui, il y avait des questions aussi sur le covoiturage, donc c'est parfait ça. Oui, mais ça va répondre un petit peu à tout ça.
Alors, je vais être un petit peu... je vais être très transparente avec ça, mais je préfère éviter d'organiser vous-même le covoiturage en tant qu'association. Laissez les parents se débrouiller. Alors, c'est un peu dur, je sais, et puis vous allez me dire « Ah ben oui, mais si on les laisse se débrouiller, c'est mort, on n'aura pas de voiture le dimanche matin pour les emmener au match de foot. » Oui, mais en fait, si c'est vous qui organisez, vous commencez à engager votre responsabilité. Alors que s'ils se débrouillent entre eux, ils se débrouilleront entre eux après si demain il y a un incident. Bon, toujours est-il, pour vraiment répondre à la question, vous, en tant qu'association, si vous avez régulièrement du covoiturage ou le cas qu'Antoine vient d'énumérer, vous devez vous assurer déjà que le parent qui prend sa voiture, il a son permis de conduire, il est assuré pour son véhicule et pour les passagers de son véhicule. Donc ça, vous allez me dire, bah oui, mais c'est sa parole. Ouais, mais vous devez quand même poser ces questions-là. Normalement, franchement, le transport, que ce soit d'enfants ou d'adultes, on a quand même la loi Badinter qui protège bien, les passagers. Par contre, le permis, ça, personne ne s'est pas écrit sur le front si on a encore notre permis ou pas. Donc vous devez vous en assurer. Et oui, le conseil que je peux vous donner, c'est que n'organisez pas vous-même le covoiturage, laissez-les se débrouiller. Parce qu'en fait, si vous organisez le covoiturage, on arrive à ce que j'ai dit tout à l'heure, aux obligations de moyens. Et si vous n'avez pas tout bordé, et franchement, moi je me dis, mais waouh, quand je suis présidente d'une petite asso de sport et que je dois border tous les parents, qui prend sa voiture, est-ce qu'il est assuré, est-ce qu'il a son permis? Enfin, à un moment donné, c'est trop énergivore. Donc, faut les laisser entre guillemets se débrouiller, comme ça, ça vous retombera pas dessus au niveau de l'association. Et puis, si vraiment, c'est vous quand même qui drivez tout ça, prenez toutes les dispositions. Ouais. Prenez toutes les dispositions. Donc, en début d'année, les parents amenés à transporter des enfants. Prendre leur véhicule perso. Ouais, on prend les informations. On demande les permis, on demande les assurances, on demande tout ça. Oui, parce qu'il peut y avoir un défaut d'assurance aussi, et ça, on peut pas le savoir non plus. Ouais. Ouais. Ok. Et ça me paraît très clair. J'avais une autre question, toujours sur les clubs de sport. Désolé pour les autres, mais elle est plus simple. A priori, pour la pratique d'un sport, le club... on me demande. Le club n'est pas protégé par l'assurance de la fédé sportive dont il dépend. Donc ça, c'est pour les clubs fédérés. Oui, si. Enfin, si. Là, par contre, il faut lire le contrat fédéral. Ouais. Parce que toutes les fédés ne font pas la même chose. Donc là, il faut lire le contrat fédéral. Mais en général, les contrats fédéraux assurent les adhérents. Ce qu'ils n'assureraient pas, c'est les locaux et les biens. Souvent, les locaux et les biens, ça, ils le laissent à la main du club. Mais en principe, les adhérents, à partir du moment où ils ont une licence, etc. Mais là, c'est pareil. Attention à bien lire le contrat fédéral. C'est important. Et du coup, en fait, ça m'amène à une autre question qui ne concerne pas que les clubs sportifs. Comme ça, tout le monde est content. Il y avait la situation de quelqu'un qui avait posé la question avant le webinaire de qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ne font pas encore partie de l'association, quelqu'un qui vient faire un essai et à qui il arrive quelque chose. Donc, ça peut être un club de sport, mais ça peut aussi être une autre asso finalement. Alors maintenant, franchement, toutes les assos font des essais parce que les gens le demandent, clairement. Alors, il faut estimer à peu près le nombre d'essais que vous pensez avoir à la louche, parce que vous pouvez pas trop imaginer, mais quand même le préciser. Le préciser aussi à votre assureur qui va le noter. Il va pas forcément le facturer, mais au moins le noter pour qu'on ait une idée. Et si vraiment il avait un accident pendant une activité gérée par l'association, ce serait pris en charge. Mais selon le delta, quand même, prévenez plutôt votre assureur quand même. Ok. Bon, de manière générale, la réponse est quand même souvent prévenez votre assureur s'il y a quelque chose un petit peu inhabituel qui se passe. Oui. N'hésitez pas à échanger avec eux. Et puis en fait, moi je me permets de rajouter un conseil, mais juste en tant que consommateur moi-même ou organisateur, si mon assureur n'a pas des réponses claires, peut-être qu'il faut appeler un autre assureur qui saura me donner des réponses parce que c'est quelque chose et c'est trop important en fait pour pouvoir jouer avec ça, quoi.
Donc oui, n'ayez pas peur, faut pas faire l'autruche et se dire non, ça doit être couvert. Vaut mieux vérifier, demander. Et si c'est pas clair, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas aussi. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup d'aller voir ailleurs pour se renseigner. Ouais, mais complètement. Là, je partage complètement. Et les questions bêtes, il y en a pas. Hein. Mais une fois que l'accident est arrivé, là, la question, elle devient bête, mais parfois plutôt ennuyante. Donc, n'hésitez absolument pas, effectivement. Ouais. Et peut-être juste, Antoine, par rapport à une question que tu m'avais fait passer, mais je vais y répondre d'ordre général. Pour les associations employeuses, parce qu'on n'en a pas trop parlé, c'est peut-être pas la majorité, mais bon, il y en a quand même. J'ai eu des questions sur ma prof de gym, elle fait que 3 heures chez moi, ou j'ai un salarié, il travaille un petit peu chez moi et puis un petit peu pour l'association d'à côté. J'ai un médecin qui intervient. Enfin voilà, en tout cas, ça porte sur les salariés. Tous les salariés doivent être déclarés dans l'association et souvent on parle en ETP. Donc si vous avez une personne qui travaille 3 heures chez vous, ça fait 0, je sais pas combien de TP, donc on prendra pas une personne entière. Mais il faut vraiment déclarer. Ouais, le prorata, c'est ça. Bon, après nous, si vous me dites j'ai 16,45 ETP, je mettrai 17 de toute façon, parce que je peux pas mettre de virgule. Mais en tout cas, il faut vraiment déclarer quand même toutes les personnes qui travaillent pour vous, même si c'est juste des missions de temps en temps. Il faut penser également aux stagiaires que vous pourriez prendre, et de plus en plus les associations, vous êtes sollicités pour des stagiaires. Il faut les couvrir quand ils sont chez vous, d'accord ? Il faut penser aux services civiques, parce que là aussi, les associations, vous êtes concernés par les services civiques, donc il faut penser à eux. On a des CDI, on a des CDD, on peut avoir des contrats en insertion dans les associations, hein, parce que on en a pas mal. Donc vraiment, pensez à déclarer toutes les personnes qui gravitent autour de l'association, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais même si c'est des personnes qui vont venir, moi je sais pas, qu'une semaine chez vous en stage, ça fait rien. Ceux-là, il faut les déclarer. Alors, soit on décide de les déclarer au coup par coup, mais moi je trouve que c'est très très lourd pour les associations de faire ça. Nous, ce qu'on choisit, c'est d'annualiser. C'est-à-dire, on se dit, ben voilà, dans l'année, on va recevoir 2 stagiaires, mais par contre, on n'en aura qu'un en même temps à chaque fois. Donc, nous, on marque stagiaire, une personne. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de nous appeler à chaque fois que vous prenez un stagiaire. C'est pas nominatif. Donc, même si demain, il y a un CDD qui vient remplacer un CDI, parce que le CDI est parti en congé maternité, par exemple, nous, on va pas rajouter une personne. Le CDD, c'est comme si on avait encore le CDI. Donc on va pas rajouter une personne. Mais pensez, parce qu'on pense à nos salariés là qui sont à temps plein, mais il y a plein d'autres personnes qui… Moi, j'ai entendu parler d'intermittents. Pensez aux intermittents. J'ai entendu vacataires. Ça, c'est tous des mots qu'on entend régulièrement. Ce sont des personnes qui rendent service à l'association. Donc, il faut penser à les déclarer, ces personnes-là. Et les bénévoles aussi, évidemment, parce qu'une association sans bénévoles, elle ne fait pas… Voilà, elle n'avance pas beaucoup. Il y a une personne dans le chat qui dit « J'ai posé récemment la question pour un stagiaire de 3e et on m'a dit qu'il n'y avait rien à faire. » Est-ce que c'est parce qu'un stagiaire de 3e, c'est très très court? C'est vrai. C'est vrai, les stagiaires… Alors, pour la Maïf, donc cette association doit être assurée Maïf. Pour la Maïf, on prend les stagiaires au-delà de la terminale parce que avant, ils sont couverts par une convention par leur établissement scolaire. Donc, en fait, c'est les étudiants. C'est après le bac. Un étudiant, je sais pas moi, qui serait n'importe, hein, en IUT ou en master, etc. Lui, il a plus cette convention qui le couvre, donc là, il faut les déclarer. Ok, très bien. Mais ce monsieur, c'est bien. Bravo, monsieur, parce que il a retenu. C'est une dame de Blandine. Elle confirme qu'elle est assurée Maïf, d'ailleurs. Ah, elle, pardon, excusez-moi. Donc, vous avez bien. Bravo, madame. Très bien. Alors, il y avait une dernière question qui est revenue plusieurs fois, et puis après, je pense que je vais libérer tout le monde. On m'a posé la question par rapport au télétravail. Quand l'association n'a pas de locaux à elle, en fait. Il y avait ça et les déplacements avec un véhicule personnel. Pareil, question qui revient assez souvent. Est-ce qu'on peut juste répondre à ça?
Bien sûr. Alors, le télétravail, qu'on ait des locaux ou pas, d'ailleurs, aujourd'hui, le télétravail, moi, par exemple, là, je suis en télétravail, vous voyez, je suis chez moi. Alors, le télétravail, pour nous, Maïf, votre matériel, parce que quand on pense télétravail, on pense au matériel, notamment. Votre matériel informatique, en l'occurrence, là, enfin, en tout cas, le matériel qui appartient à l'association et que vous avez chez vous, il est assuré, puisque nous, le matériel, on l'assure où qu'il soit. Donc chez vous, ou vous savez, des fois il y a des salariés, ils sont dans un site un jour, le lendemain ils sont dans un autre parce qu'ils ont une permanence ailleurs, etc. On peut transporter aussi du matériel dans nos voitures. Le matériel, il est assuré où qu'il soit. Ça veut dire en télétravail, dans la nuit, vous êtes cambriolé. D'accord? Les voleurs emmènent tout le matériel informatique qui appartient à l'association. C'est l'association qui devra faire une déclaration à son assureur, même si le matériel n'était pas dans les locaux de l'association. D'accord? Ça ne pose aucun problème. Enfin, ça ne pose pas de problème si vous avez la clause, hein, toujours pareil. Donc, renseignez-vous bien là-dessus. Pour les véhicules utilisés par les salariés, les véhicules personnels, attention, attention, attention. Déjà, en tant qu'employeur, si vos salariés prennent leur véhicule personnel, soyez sûr qu'ils ont leur permis et qu'ils ont une assurance professionnelle sur leur véhicule. Pour pallier à tout ça, les assureurs ont mis en place des contrats qui s'appellent automission ou autocollaborateur. Chez nous, c'est automission, qui permet de se substituer à l'assurance personnelle. C'est-à-dire que le salarié, il part pour une mission, il a un accident responsable, il va pas faire la déclaration à son assureur perso, il va donner le constat à l'association qui va faire la déclaration automission à son assureur. Et là, dans ce cas-là, la personne n'aura pas de malus, même si elle est responsable de l'accident, et n'aura pas de franchise sur son véhicule. Et les dommages seront pris intégralement en charge, même si la voiture est au tiers chez l'assureur personnel. Donc, faites bien attention aussi à ça. Alerte rouge, il y a des plus gros risques quand les salariés prennent leur véhicule personnel parce que vous, il faut que vous soyez hyper vigilant sur le permis de conduire. Un permis de conduire, ça se perd, hein. Et quand on le demande au mois de janvier, si la personne elle le perd au mois d'avril et qu'elle vous l'a pas dit, alors vous pourrez un peu vous retourner contre elle en disant qu'elle vous l'a pas dit, mais à condition ça aussi que ce soit bien noté dans l'ordre de mission et dans votre règlement intérieur. Donc faites attention à ça, l'usage des véhicules perso. Je sais que toutes les assos ne peuvent pas investir dans des véhicules, hein, clairement, je l'entends, mais bordez-vous aussi là-dessus. Il existe des formules et des contrats d'assurance spécifiques. C'est parfait, merci beaucoup. Je partage tout de suite dans le chat le lien vers la page qui va vous permettre de retrouver les ressources complémentaires, etc. Les questions-réponses, on va prendre quelques jours quand même pour bien y répondre et faire ça proprement avec Esmeralda. On va faire au mieux, mais vous les aurez pas dans l'immédiat. En tout cas, vous aurez déjà pas mal de choses. Merci beaucoup parce que j'ai déjà vu quelques retours de personnes qui étaient très contentes, qui disaient que c'était à renouveler, que c'était très intéressant. Donc, merci beaucoup pour ton temps, Esmeralda. Merci, mais merci à vous tous. C'est enrichissant pour vous, mais vraiment c'est hyper enrichissant pour moi parce que de répondre comme ça à des questions au pied levé, je trouve que c'est génial. Vos questions étaient très pertinentes. J'ai passé un très agréable moment et je dois vous dire que ça fait 1 heure et je n'ai pas vu le temps passer. Moi non plus. Merci beaucoup, encore merci. Je vois tous les remerciements qui arrivent dans le chat. Oui, je vois aussi, j'ai mis le chat en route cette fois, je peux lire maintenant. Très bien, voilà. Merci à tous, vraiment. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres événements et certainement avec Esmeralda dans les prochains mois. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Et merci Antoine pour l'organisation.